Les charges propriétaires ont bondi de 30% en 10 ans et elles ne sont pas prêtes de diminuer. Lors d'une vente en viager, le vendeur et l'acquéreur se partagent la pleine propriété d'un bien. Il est donc logique qu'ils se partagent également les frais associés au logement. Mais quelles sont donc ces charges propriétaires et comment sont-elles réparties entre le vendeur et l'acquéreur en viager? C'est ce que nous allons voir maintenant. Charges propriétaires. De quoi parle-t-on? 8 Français sur 10 rêvent de devenir propriétaires de leur résidence principale. Mais peu savent à l'avance ce que cela va réellement leur coûter. Taxes foncières, taxes d'habitation, taxes d'enlèvement des ordures ménagères, charges d'entretien ou de copropriété, travaux et dépenses exceptionnelles, assurances obligatoires. Toutes ces charges et ces taxes finissent par peser lourd dans le budget annuel. Nous allons les présenter rapidement. La taxe foncière est un impôt local qui dépend de la valeur locative cadastrale définie par l'État et des taux d'imposition décidés par la ville et le département. Ainsi, d'un lieu à un autre, la taxe foncière peut varier du simple au double, et son évolution dépend largement de la gestion des collectivités locales. Le saviez-vous? Les valeurs locatives cadastrales datent de 1970, mais elles devraient être remises à jour pour 2026. En conséquence, certains biens pourraient voir leur taxe foncière bondir de plus de 20% en une seule année. La taxe d'habitation est également un impôt local, mais elle est amenée à disparaître d'ici à 2023 pour les résidences principales. Pour les résidences secondaires, elle restera en vigueur et pourrait même être amenée à être majorée, suivant les situations. La taxe d'enlèvement des ordures ménagères, qui a un objectif plutôt explicite. Cette taxe est également un impôt local et on la retrouve sur l'avis de taxe foncière. Les charges d'entretien ou de copropriété, qui sont toutes les dépenses courantes entraînées pour vivre dans le logement, à l'exception des travaux et des dépenses exceptionnelles. On distingue les charges individuelles, d'une maison individuelle ou qui ne concernent qu'un seul lot dans une copropriété. Des charges de copropriété, justement, qui sont communes à plusieurs lots. Ces charges de copropriété relèvent d'un statut particulier et elles sont sous la responsabilité du syndic. Les travaux et les dépenses exceptionnelles, qui sont cette fois toutes les dépenses non courantes ou qui dépassent les menues réparations dues au simple usage du bien ou de ses équipements. Par exemple, un ravalement, un changement de toiture, installation d'un ascenseur, installation d'une piscine, d'une chaudière, éventuellement les travaux de terrassement ou les travaux d'isolation, de rénovation énergétique, ou encore la pose d'un double vitrage, etc. Et enfin, les assurances obligatoires, comme l'assurance habitation, dont les tarifs ont explosé de plus de 40% en 15 ans. On pense aussi à l'assurance propriétaire non occupant ou à la multirisque, qui sont obligatoires suivant les situations. Après avoir présenté toutes ces charges et ces taxes, voyons voir maintenant leur principe de répartition. Les deux grandes logiques de répartition des charges. Lorsque plusieurs personnes partagent des droits sur un même logement, il est naturel qu'ils partagent également les frais et les charges à hauteur du droit dont chacun dispose sur ce logement. En dehors du viager, il existe deux relations, couramment rencontrées et encadrées par la loi. La première, la relation locataire-propriétaire-bailleur. C'est la loi du 6 juillet 1989, la loi numéro 89 alinéa 462, qui encadre la répartition des charges entre le locataire et son bailleur. Pour simplifier, le locataire ne paiera que ce qu'il use et qu'il consomme directement. La taxe d'habitation, la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, l'assurance habitation et la majorité des charges d'entretien. La seconde relation entre l'usufruitier et le nu propriétaire. Ce sont les articles 605 et 606 du Code civil qui encadrent la répartition des charges entre l'usufruitier et le nu propriétaire. Pour simplifier, le nu propriétaire ne paye rien, sauf l'assurance obligatoire et les gros travaux qui ne portent que sur la structure du bâtiment, sur les murs porteurs, sur la toiture, sur la charpente et les murs de soutènement. A contrario, l'usufruitier va payer l'immense majorité des charges propriétaires. Les différentes répartitions des charges en viager. L'absence de cadre juridique. Malheureusement, il n'existe pas de répartition légale des charges en viager. C'est donc au vendeur et à l'acquéreur de se mettre d'accord sur la juste répartition, au prix parfois de discussions interminables.
Heureusement, tout n'est pas à réinventer, et les discussions se limiteront à la répartition de la taxe foncière et des travaux et dépenses exceptionnels, hors gros travaux. En résumé, la répartition des charges en viager est à définir entre deux cadres légaux, la répartition locataire-bailleur d'un côté et la répartition usufruitier nu propriétaire de l'autre. 4 propositions de répartition des charges en viager. Toutes les répartitions sont possibles, mais nous vous en proposons 4 pour vous guider. La première, optez pour la répartition locataire-bailleur. Elle a l'avantage de présenter un cadre légal, mais elle est légèrement plus favorable aux vendeurs, qui disposent de plus de droits et de protection qu'un simple locataire. La deuxième, optez pour la répartition usufruitier nu propriétaire. Elle est extrêmement rare car elle ne concerne que les viagers avec conservation d'usufruit. En aucun cas, elle ne doit être acceptée par le vendeur qui ne conserve que l'usage, le droit d'usage et d'habitation, DUH, car alors elle ne respecterait pas la logique de payer en fonction des droits et des usages détenus sur le bien. La troisième, la répartition forfaitaire. L'acquéreur et le vendeur se mettent d'accord dès le début pour fixer une répartition qui ne bougera plus dans le temps. X% pour le vendeur, Y% pour l'acquéreur. Généralement, la répartition forfaitaire choisie tourne autour de 75% pour le vendeur et 25% pour l'acquéreur, mais tout peut se discuter. La quatrième option consiste à faire porter l'intégralité des charges et des taxes sur le vendeur, en échange d'un supplément de rente. C'est une solution intéressante pour l'acquéreur, qui ne s'occupera plus de rien, mais c'est aussi une solution très intéressante pour le vendeur, car ce supplément de rente sera revalorisé chaque année grâce à l'indexation. Évidemment, toute la discussion portera sur ce supplément de rente. Inscrire la méthode choisie dans le contrat de vente en viager. Une fois la méthode de répartition des charges choisie, il convient de l'écrire précisément dans le compromis de vente en viager signé chez le notaire, pour pouvoir s'y référer à tout moment. Avant de conclure, une petite précision sur le paiement de ces charges. Le paiement est le remboursement des charges en viager. Là encore, la loi ne fixe pas de règles, mais nous vous recommandons des bonnes pratiques basées sur un principe simple. Celui qui consomme le plus paye tout d'avance et se fera rembourser ensuite. Par ailleurs, dans un bien en copropriété, le syndic demandera le paiement de toutes les charges au copropriétaire. Or, il ne peut y avoir qu'un seul copropriétaire, qui détiendra notamment les droits de vote à l'Assemblée générale. Pour ces raisons, nous préconisons que le copropriétaire soit le vendeur, qui paiera donc toutes les charges par avance, et l'acquéreur lui remboursera ensuite sa part une fois par an, en fonction de la répartition définie entre les deux. Il est utile de prendre deux précautions juridiques pour garantir le respect de ces bonnes pratiques. La clause résolutoire, qui s'appliquera en cas de non-remboursement des charges par l'acquéreur, et une autre clause spécifique qui s'appliquera en cas de non-paiement de ces charges par le vendeur, et qui permettra alors à l'acquéreur de les régler lui-même et de déduire ces montants des rentes qu'il doit verser au vendeur, sans que le vendeur ne puisse se prévaloir de l'action résolutoire en cas de défaut de paiement de la rente. En conclusion, les charges propriétaires en viager sont un sujet délicat, et leur répartition demande l'intervention d'un expert viager et d'un notaire pour l'équilibrer et pour la sécuriser.